Alors GRDF, j'allais dire tout le monde connaît dans cette salle, vous êtes le gestionnaire du réseau de distribution de gaz. Vous avez quand même 6 000 contrats de concession, 200 000 kilomètres de réseau et 11 millions de clients à satisfaire. Vous allez un petit peu en introduction nous donner, vous, votre regard sur cette loi sur la transition énergétique, sur la manière dont vous préparez les choses. Et ce que je vous propose, c'est après chaque intervenant, malheureusement on est dans un délai relativement contraint, mais on va prendre quelques questions qu'on va grouper et puis comme ça vous permettra de répondre. Nous referons la même chose avec chacun des intervenants. Alors vous regardez, parce que les micros sont plutôt de part et d'autre, vous n'hésitez pas à bien vous faire repérer pour poser quelques questions. Édouard Sauvage, à vous la parole pour nous présenter votre regard sur cette transition énergétique. Merci beaucoup et merci à toutes et à tous d'être effectivement parmi nous et merci au président Pintat d'avoir organisé ce congrès au moment de la fête de la musique, ce qui a permis effectivement d'égayer notre soirée hier. Merci encore, Président, pour votre invitation. Je voulais effectivement dire quelques mots sur GRDF dans la transition énergétique, en rappelant que finalement, quand on parle de transition énergétique, de quoi parle-t-on ? On parle d'abord d'une énergie de plus en plus décarbonée, et vous verrez que le gaz y prendra toute sa place. On parle de l'arrivée du digital, et c'est vrai que la révolution de ce que peut permettre le digital dans l'intelligence des réseaux est cruciale. On parle aussi de la demande et du fait que maintenant, partout dans le monde, la logique d'efficacité énergétique, la logique de consommer moins, de consommer mieux est en tête. Et on parle évidemment de tout ce qui est décentralisation, avec des moyens de production décentralisés et avec une intelligence des territoires. Et la transition énergétique, ça faisait un moment qu'on la voit venir, ça faisait un moment qu'on en parlait. Je crois que pour tout le monde, la COP21 l'an dernier va vraiment représenter le virage du moment où on a le sentiment que le monde a pris conscience de ces enjeux climatiques et de la nécessité de cette transition énergétique. Alors pourquoi la COP21 a été vue unanimement comme un succès ? Quand on regarde de près les résultats, finalement, il y a eu des engagements pris par les États qui ne sont pas contraignants. Et la somme globale de ces engagements ne permet pas de respecter les 2 degrés qui étaient l'affichage. Donc on pourrait dire, qu'est-ce qui fait qu'alors que les objectifs initiaux de la conférence n'étaient pas atteints, on a quand même le sentiment d'un grand succès. Alors ce sentiment d'un grand succès, il est venu d'abord d'un changement complet de rôle, d'attitude des acteurs. Au-delà des ONG, on voit maintenant un grand nombre d'entreprises qui se sont engagées en faveur de la transition énergétique. On a vu les plus grandes villes du monde signer un accord dans ce domaine. Et donc on a vu, et pour moi c'est le point le plus important, et c'est ce qui fait le lien avec le thème de votre colloque que le Président a remarquablement choisi, on a vu les territoires prendre en main la transition énergétique. Et c'est vrai que la transition énergétique ne peut réussir que grâce aux territoires. Et pour GRDF, qui est un acteur ancré dans les territoires, vous le rappeliez, présent dans près de 10 000 communes, avec 6 000 contrats de concession, cet appui des territoires est un élément clé par rapport à nos ambitions qui sont fixées dans la loi de transition énergétique, avec la volonté de promouvoir le gaz naturel véhicule et surtout le biométhane, avec une ambition d'avoir 10% de biométhane en France à l'horizon 2030, avec également le renouvellement de notre contrat de service public pour réaffirmer, comme le rappelait le Président, la volonté de GRDF d'être un acteur exemplaire du service public dans tous les territoires. Alors nous menons ce cadre, nous menons nos actions, comme ça a été rappelé également, sous la houlette, si je puis m'exprimer ainsi, du président Adoucette, et notamment pour débattre avec lui de la meilleure manière, de la meilleure efficacité que nous pouvons avoir dans nos investissements, avec aujourd'hui 700 millions d'investissements investis chaque année, principalement dans la modernisation du réseau, mais également encore dans le développement au profit de l'aménagement du territoire. Et enfin, nous le menons surtout, et je me réjouis de l'ouverture d'un dialogue et d'une discussion avec la FNCCR pour revoir à nouveau notre cahier des charges, l'adapter à ce monde nouveau. Nous le faisons au profit de nos autorités concédantes. Je le rappelais, pour nous, le biométhane est un élément essentiel, mais au-delà de ça, ce qui est le majeur pour GRDF, c'est la sécurité. Et je souhaite vraiment réaffirmer que l'ambition première de notre entreprise, c'est d'assurer partout, tant pour nos agents que pour les clients, que pour l'ensemble de la société, un service public qui met en avant la sécurité en premier. Mais cette sécurité s'accompagne effectivement du développement d'énergies nouvelles,
Elle s'accompagne du développement du GNV. Je me réjouis de voir qu'un certain nombre de syndicats d'énergie ont pris en main cet enjeu pour, à l'instar du CGIF, ouvrir de nouvelles stations GNV, permettre d'avoir dans nos villes un carburant qui contribue à une meilleure qualité de l'air puisqu'il n'a pas de particules et qu'il est à ce point essentiel. L'autre élément majeur de progrès que nous mettons en avant, et c'est là qu'on trouve l'intelligence, c'est évidemment tout ce qui tourne autour du digital. Je souhaiterais remercier la FNCCR pour ses positions très claires en faveur des compteurs communicants, remercier également l'ADEME qui nous soutient totalement dans ce domaine. Je salue l'arrivée de Bruno Légevin. Pour nous, les compteurs communicants, c'est le début d'une aventure nouvelle que nous pourrons avoir grâce aux fournisseurs, avec tous les clients, des services nouveaux qui leur permettront d'avoir évidemment une meilleure compréhension de leur consommation, qui leur permettront d'agir sur leur consommation, mais surtout un réseau beaucoup plus intelligent. Nous nous préparons avec ce mix, compteurs communicants, installation de production locale d'un gaz complètement vert, nous nous préparons à avoir le Smart Gas Grid et donc vraiment un réseau gazier intelligent. Mais au-delà de cet aspect réseau intelligent, l'autre élément du digital, c'est un nouveau rapport, un rapport renouvelé avec nos autorités concédantes. Comme l'a rappelé le président Pinta, nous avons revu nos cahiers des charges de concession, nous avons complètement retrouvé la manière de rendre compte de nos activités et nous avons surtout ouvert maintenant pour toutes nos autorités concédantes un site dédié qui leur permet d'avoir accès à toutes les données dont ils ont besoin. Nous avons déjà 2000 utilisateurs réguliers de Ma Concession Gaz. Donc c'est un grand succès en termes d'ouverture aux autorités concédantes de l'ensemble des données, car nous souhaitons agir dans la plus grande transparence. Donc cette intelligence du réseau est là, mais en citant un célèbre Tourangeau, vous le savez, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et je voudrais terminer en disant que cette intelligence numérique, elle n'a de sens que parce qu'elle est mise au service des hommes et des femmes, et vraiment insister sur le fait que tout ce que nous faisons en matière d'intelligence territoriale, c'est avec nos autorités concédantes, c'est avec tous les citoyens de notre pays, et c'est pour ça que les 20 000 gaziers qui travaillent au sein de GRDF sont fiers du service public qu'ils apportent tous les jours à nos compatriotes et à nos clients. Merci de votre attention. Merci Édouard Sauvage. Merci parce que, j'allais dire, vous avez très bien introduit cette matinée. D'abord, vous avez rappelé les liens que vous aviez avec l'ADEME et évidemment la Creux. Donc on va voir un petit peu ce matin, on va le voir avec vous tout à l'heure, Philippe de la Doucette, un petit peu vous, quelle régulation vous souhaitez faire passer et justement ce que vous attendez des gestionnaires type GRDF. Alors je vous laisse la parole, car je ne doute pas qu'il y ait des questions. Monsieur, vous connaissez la règle, votre main avance. On va prendre plusieurs questions, comme ça va vous permettre un petit peu de voir un petit peu les attentes. On va commencer avec vous, monsieur, et puis s'il y a d'autres mains qui se lèvent, hop, on commence avec vous en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres mains? Oui. Monsieur. Claude Albert, je suis vice-président du syndicat d'électrification de l'Isère, donc 38, devenu maintenant territoire d'énergie 38. La première question, tout d'abord, peut-être, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, ça commence sur de bons auspices avec l'intervention remarquable du directeur général GRDF, Édouard Sauvage. Alors, monsieur Sauvage, je n'irai pas par quatre chemins. Que pensez-vous de l'exploitation des gaz de schiste ? Alors, on va prendre peut-être d'autres questions s'il y en a, puisqu'en effet, là, vous faites allusion à la production, qui est un des points sur lesquels, justement, vous pourrez revenir. Voilà, y a-t-il d'autres questions? Pas pour l'instant. Moi, je rebondis un petit peu, parce qu'un des maîtres mots de cette matinée, c'est, j'allais dire, la diversification des sources de production. Alors, évidemment, dans le domaine électrique, ça, c'est vraiment un des maîtres mots de ce congrès. Et en matière de gaz, est-ce qu'on va avoir aussi une diversification de production? Et si oui, et en particulier sur la question des gaz de schiste. Alors, la diversification, je crois que ça a été une constante dans ce pays et le gouvernement y a toujours veillé. Il y a aujourd'hui une très grande diversification des sources de gaz, que ce soit du gaz par gazoduc de Norvège, de Russie ou par méthaniel, GNL, qui effectivement peut venir d'Algérie, du Qatar
ou maintenant des États-Unis. Je crois que ce qu'on peut dire sur le gaz de schiste, c'est qu'indéniablement, ça a été une révolution industrielle aux États-Unis. Ça leur a permis d'avoir aujourd'hui un regain de leur activité économique très fort, et même, alors que tout le monde imaginait que les États-Unis seraient un pays importateur, de devenir exportateur. On a vu que le développement du gaz de schiste s'est fait au début avec un certain nombre d'entreprises qui ne respectaient pas des normes environnementales au niveau du standard européen, c'est une évidence. Les normes se sont fortement améliorées. Après, aujourd'hui, en France, il y a une loi qui existe qui limite la production de gaz de schiste, et je ne vais pas me prononcer là-dessus. Autre point, moi j'ai une autre question qui est aussi au cœur des débats, ce sont les tarifs. Alors, on va parler tout à l'heure des tarifs de l'électricité, mais pour vous, j'allais dire que quel est l'état de vos relations avec la CRE? En gros, vous leur demandez qu'évidemment les tarifs doivent être le plus important possible, et quels sont les bons arguments que vous donnez à M. de la Doucette pour aller dans ce sens? Alors, je vous remercie de votre question, parce que nous ne demandons pas à ce que nos tarifs soient les plus importants possibles. Et je crois que c'est un point qu'il faut avoir en tête. Le gaz naturel est une énergie substituable, donc nous sommes très soucieux à GRDF de la compétitivité du gaz naturel. Donc notre proposition au régulateur prévoyait des productivités à faire par l'entreprise. Elle sollicitait aussi le financement de tout ce qui est notamment notre projet de compteur communicant. Et elle faisait aussi un point sur nos investissements de modernisation du réseau. Et je crois que le dialogue a été riche. Et le dialogue n'est pas qu'avec le régulateur, puisque toutes les parties prenantes, lors des discussions tarifaires, sont amenées à s'exprimer. Je crois qu'il faut souligner là aussi que c'est un exercice de grande transparence où tout le monde peut donner son avis. Alors après, la décision relève évidemment du régulateur. Une main qui se lève? J'ai des questions, de toute façon, mais... Alors, Bruno Léchevin, je voulais vous donner la parole parce que vous représentez l'ADEME et je voulais avoir la vision de l'ADEME du gaz. Est-ce que, pour vous, c'est un des points importants en matière de maîtrise de l'énergie? Et qu'est-ce que vous demandez aux opérateurs et aux délégataires? La place du gaz dans l'évolution du modèle énergétique est importante. À l'ADEME, on aime bien le gaz, surtout quand il est renouvelable. Et qu'il doit l'être de plus en plus. J'aurai l'occasion tout à l'heure d'y parler du fonds chaleur, notamment. Il y a eu des gros efforts de fait. On travaille beaucoup avec GRDF, y compris sur des scénarios qui ont donné objet à questionnement et voire polémique sur les énergies renouvelables électriques. Là, on est en train de travailler sur un scénario sur le gaz renouvelable. Donc, évidemment, la place du gaz va être essentielle dans la transition énergétique et écologique. D'ailleurs, quand on parle du gaz, il faut penser aussi d'abord peut-être au gaz pour la mobilité, qui sera aussi un élément très important dans cette transition énergétique. Les problématiques de transition, c'est évidemment d'abord l'efficacité énergétique, le bâtiment, mais derrière, c'est tout de suite la problématique de mobilité, et que c'est un travail de longue haleine, parce que pour changer les structures, les infrastructures, les comportements, il faut beaucoup de temps, et donc il faut s'y mettre très rapidement, parce que les échéances pour atteindre le fameux facteur 4 à l'horizon 2050, il faut s'y mettre dès maintenant. Merci. On reviendra peut-être avec vous avec les questions. Philippe de la Doucette, je vais vous proposer de rejoindre le pupitre. Alors la CRE, on en parle beaucoup. Vous êtes une autorité administrative indépendante et votre rôle, c'est de veiller au bon fonctionnement du marché de l'énergie. Et puis vous avez des compétences de régulateur qui justement s'étendent au marché du gaz et de l'électricité. Et pour la préparation de la table ronde qui va suivre ces 3 entretiens, à de nombreuses reprises, j'ai entendu « Ah ben ça dépend de la CRE, c'est la CRE qui va décider ». Donc vous décidez et vous influencez un certain nombre de décisions et de choix. Alors l'idée, c'est que vous nous donniez un petit peu, ça a été cité par le président Pinta tout à l'heure, c'est le fameux TURPE 5, et donc si vous pouviez nous en donner quelques éléments. Globalement, c'est quand même décisif, c'est le prix auquel les consommateurs vont acheter l'électricité. Alors, comment va-t-il être défini ? Bien, bonjour Monsieur le Président, messieurs et mesdames les présidentes, chers amis. D'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'étais avec vous il y a 10 ans, pour la première fois, en 2006, et ce sera
ma dernière apparition devant vous en tant que régulateur, puisque mon mandat s'achève au mois de février 2017. Donc je suis très heureux de terminer avec vous. Alors c'est une question, le TURP. D'abord on est en plein dedans, si je puis dire. On est en train de le constituer. Donc il serait un peu tôt pour vous dire en quoi, quel sera le résultat final, puisque nous avons déjà fait 2 consultations publiques sur différents éléments. Il y en aura une 3e au cours de l'été. Le TURP concerne à la fois le transport et la distribution, et vous savez que pour des raisons de péripéties, d'annulation précédentes, nous avions dû séparer le TURP transport du TURP distribution. Cette fois-ci, nous les réunissons, mais ce sont quand même deux exercices à la fois différents et complémentaires. Différents parce que dans un cadre qui est le transport, nous avons des compétences sur l'approbation des investissements que nous n'avons pas, vous le savez bien, sur la distribution. Mais maintenant, il y a un comité spécifique qui a été mis en place il y a quelques années, enfin qui vient d'être mis en place, mais qui a été décidé il y a quelques années pour que les représentants des collectivités locales, et je crois que le président Pintat en fait partie, pour donner une vision sur ce que doivent être les investissements de la distribution. Mais d'une façon plus générale, puisque vous avez évoqué le rôle de la Creux dans beaucoup de secteurs, et que vous avez parlé aussi tout à l'heure de la transition énergétique. Moi, je voudrais vous dire que ce n'est pas simplement la transition énergétique dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans la transition tout court. Et je voudrais vous dire un mot avant de venir sur des sujets qui sont les tarifs, non seulement de réseau, mais les tarifs de l'électricité ou du gaz, de l'ouverture du marché. Je voudrais vous dire un mot de la gouvernance. La gouvernance, ça vous concerne. Vous, collectivités locales, vous, autorités concédantes, vous qui avez depuis longtemps ces responsabilités. Nous sommes aujourd'hui à un carrefour qui est celui d'une décentralisation nécessaire, voulue, où l'on voit que les initiatives, et on le voit en particulier dans tout ce qui est énergie renouvelable, smart grid, enfin tout ce qui peut être intelligent, pas simplement les réseaux, mais même les villes, les quartiers, etc., tout ça, ça vient, la plupart du temps, du territoire. Vous avez intitulé votre journée « L'énergie du territoire », c'est également l'intelligence des territoires. Et cette décentralisation qui se fait avec de nouveaux acteurs, de nouveaux entrants, de nouvelles entités, va se trouver aussi confrontée à une autre évolution qui, elle, vous la connaissez peut-être un peu moins, mais nous y sommes, nous, à la Commission de régulation de l'énergie, tout à fait confrontés. C'est à une volonté de centralisation européenne. Je suis très européen, très pro-européen, je l'ai toujours été. Peut-être est-ce dû à mon âge, puisque ceux qui sont nés après-guerre ont encore des mémoires de l'importance de cette construction européenne. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où il y a peut-être des dérives dans la construction européenne et dans le domaine de l'énergie en particulier, d'une volonté de centralisation au travers à la fois de la Commission européenne, mais également d'une agence que vous connaissez peut-être simplement de nom, qui s'appelle l'ACER, qui est l'agence de coopération des régulateurs européens. Mais en fait, cette agence prend de plus en plus de poids dans les décisions et va, parce que la Commission européenne le souhaite, devenir un partenaire de l'ensemble des acteurs du domaine de l'énergie. Alors ça peut avoir de bons côtés parce qu'on avance parfois plus vite dans ce domaine, mais on se trouve confronté quand même à, d'un côté, une volonté, je dirais une volonté des peuples, et qu'on trouve absolument partout, à la fois en Europe mais dans le monde entier, que tout ce qui était top-down devienne bottom-up, c'est-à-dire que ce soit plutôt la remontée des idées qui soit pris en compte, alors que d'un autre côté, vous avez une construction qui se fait de plus en plus top-down, avec, si je puis dire, nous au milieu, puisque la Creuse se trouve à l'intersection de
du dialogue avec ses partenaires au niveau des territoires, et ce que j'aimerais être un dialogue, mais qui n'est pas toujours, avec nos partenaires européens. Et donc, j'insiste sur cet aspect d'évolution de la gouvernance, parce que je pense que ce que vous avez connu, ce que nous avons connu ensemble au cours de ces 15 dernières années, va être considérablement modifié dans les 10 années à venir, et que, au-delà de l'avenir de l'Europe, qui est un sujet plus large que celui de l'énergie, mais je veux dire, ça en fait partie. C'est-à-dire comment va se construire l'Europe de l'énergie? Est-ce que ce sera une Europe de l'énergie construite par une vision technocratique vue du haut, ou est-ce que ce sera une construction de l'énergie avec l'ensemble des partenaires en tenant compte de toute l'intelligence apportée par les territoires, ce qui ne veut pas dire qu'au niveau central, il ne faille pas aussi avoir cette vision. Je reviens sur ma question, vous l'avez bien présenté, le marché se complexifie. Sauf qu'il y a un tarif et c'est vous qui le décidez. Or, d'un côté, il y en a qui rappellent les investissements nécessaires, de l'autre côté, il y a les consommateurs. Et en gros, vers quelle voie allez-vous avancer, en particulier pour définir le TURPE 5 ? En tenant compte de l'ensemble des besoins nécessaires, je vous dis des investissements faits par des gestionnaires de réseau efficaces. Le terme d'efficacité est un élément important. On a eu un dialogue très ouvert avec GRDF et avec M. Sauvage pour justement définir quel était le bon niveau d'efficacité de l'entreprise. Alors ça nécessite incontestablement de la part des entreprises que nous régulons un certain effort, parce que nous tenons compte également des conséquences sur les tarifs des investissements, puisque, comme vous le savez, puisqu'on est sur le TURPE, la construction des tarifs de l'électricité se fait désormais par une forme d'empilement, ce qu'on appelle l'empilement, dont la première, l'une des briques en tout cas, est le TURPE. Donc il s'agit de trouver un équilibre entre ce qui est nécessaire dans l'investissement, mais ce qui est nécessaire dans l'investissement, avec aussi la considération des évolutions de ce qu'est l'énergie d'aujourd'hui, c'est-à-dire la maîtrise de l'énergie. On va consommer probablement mieux, et donc probablement moins. On le voit déjà d'ailleurs dans les scénarios qui sont présentés par RTE. Un certain nombre de projets qui étaient envisagés il y a 2 ans, il y a 3 ans, sont des projets qui sont aujourd'hui remis en cause. Alors ça vous concerne un petit peu moins parce que, évidemment, c'est les autoroutes. Le travail de la distribution, c'est autre chose. Là, il y a énormément besoin d'investissement, mais peut-être aussi d'adapter ce réseau à la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire au développement considérable des énergies renouvelables, et à ce titre, l'importance de Linky, qui est un sujet dont vous avez déjà débattu hier dans une table ronde, mais qui est un sujet qui crée. C'est un thème qui revient vraiment régulièrement dans les rencontres, on va en parler aussi cet après-midi. J'allais presque dire, les compteurs Linky et Gaspard ne sont pas encore mis en place, mais quel est, de votre point de vue, l'atout pour les consommateurs? Parce que c'est vrai on voit bien dans le cadre du congrès tout l'intérêt pour les gestionnaires, pour les organisateurs, mais pour les consommateurs, est-ce que vous pensez que c'est un plus? C'est évidemment un plus, parce que pour une raison très simple. D'abord, la première, c'est qu'ils vont pouvoir on va pouvoir régler des factures sur la consommation réelle, et donc pas sur les estimations avec des relevés une fois tous les 6 mois, ou tous les 8 mois, ou tous les 9 mois, parfois plus dans certains cas. Et donc on aura une connaissance réelle de sa consommation, et donc les factures seront adaptées à sa consommation. Ça, c'est le premier point. Le second point est un point sur lequel il y a beaucoup de discussions. À quoi ça sert en termes de, mettons, maîtrise de l'énergie? Je pense que Bruno Léchevin en parlera abondamment, mais je ne voudrais pas empiéter sur ce sujet, qu'il a bien connu. C'est pas un outil qui va en lui-même permettre, je dirais, de diminuer la consommation d'énergie. Ça dépendra de l'attitude des consommateurs. C'est-à-dire que le consommateur, avec Linky, pourra faire des économies d'énergie, pourra maîtriser, mais à condition qu'il le veuille. Ce n'est pas quelque chose d'automatique.
Donc il faut bien voir que c'est d'abord quelque chose qui va servir à la connaissance, et à partir de la connaissance, éventuellement à l'action. C'est un outil à utiliser. C'est un outil à utiliser. Après, il y aura beaucoup de fonctions qui seront proposées en aval, mais ça c'est une autre question. Mais l'outil lui-même, on a toujours, enfin, on ne peut pas revenir sur l'utilisation pour les réseaux, on le sait, mais pour le consommateur, c'est d'abord un outil de connaissance de sa réalité de consommation, et donc d'avoir une facturation adéquate, qui est pas négligeable dans un certain nombre de cas, et deuxièmement, de connaissance de sa consommation et donc de sa capacité à pouvoir intervenir sur sa consommation. Alors il y a eu beaucoup de débats, et notamment d'ailleurs avec Bruno Legevin, c'était un sujet sur lequel nous n'étions pas toujours d'accord, le fameux affichage des portées. Bon, la loi a décidé que il y aurait un déploiement de l'affichage des portées pour les ménages qui se trouvent en termes de précarité d'énergie. Très bien. Mais il est évident que lorsque vous avez un compteur qui se trouve dans un local qui se trouve à l'extérieur de chez vous, c'est pas évident pour savoir comment vous allez l'utiliser pour reconnaître la consommation et comment vous allez jouer sur cette consommation. On n'a pas de réponse immédiate, parce que ce serait très simple de dire il suffit de mettre un afficheur des portées, mais le problème c'est de savoir qui paye. Donc c'est un problème effectivement aussi de financement. Donc malheureusement vous ne serez pas là au prochain congrès où on pourra faire l'évaluation. Vous pouvez toujours m'inviter, comme ça je peux venir. Bon. Je serais ravi d'assister au prochain congrès, mais je ne serai pas sur la scène. Non. Une dernière question, c'est sur les tarifs, puisque c'est au cœur de votre activité. Est-ce qu'on peut justement tirer un bilan de la fin des tarifs réglementés? Voilà. Quelle évaluation pouvez-vous en faire aujourd'hui? Si je voulais faire un jeu, si je voulais être un peu rapide, je dirais que ça aurait pu être pire. À vrai dire, ça se passe mieux que je ne le craignais. Et je veux vraiment remercier l'action menée par la FNCCR, qui a fait un travail remarquable. Président, on dit du bien de la FNCCR. Un travail remarquable de pédagogie, de travail avec l'ensemble de ses partenaires pour faire connaître et pour faire savoir comment allaient se terminer ces tarifs jaunes et verts. Et ça nous a considérablement aidés. Et vous avez pu vous rendre compte que faire jouer la concurrence a apporté des gains très souvent importants, parfois, même très souvent entre 10 et 15% sur les appels d'offres. J'avais pris un exemple, parce que je pensais bien que vous me poseriez la question, l'exemple du CIPEREC, pour lesquels le gain moyen annuel de ces appels d'offres est de l'ordre de 2 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable. Donc ça fait exactement, pour être très très précis, 11,2% de gain. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de syndicats qui ont dû faire la même chose et qui ont dû voir qu'il y avait là un gain intéressant, et que donc la fin des tarifs réglementés professionnels était quelque chose qui était plutôt bénéfique pour le consommateur. Eh bien, aujourd'hui, il nous reste un reliquat. On a encore, pour l'électricité, encore 20 000 sites qui n'ont pas encore basculé et qui, à partir du 1er juillet, vont se retrouver dans une situation qui, pour certains, vont les surprendre parce qu'ils vont être amenés à payer entre 25 et 30% plus cher que le tarif réglementé, et avec un allotement qui aura été mené par un appel d'offres de la Creux à différents opérateurs. Il doit en rester 8 000 pour le gaz, mais je dirais que c'est beaucoup, mais c'est beaucoup moins que je ne craignais qu'on en ait encore. Donc ça se passe plutôt mieux que nous le pensions. Et là encore, je dis merci, Monsieur le Président, de l'action de la FNCCR sur ce sujet. Sur les tarifs, je voudrais encore ajouter quelque chose. N'hésitez pas. Sur les tarifs réglementés de vente du gaz et de l'électricité, deux choses. Premièrement, sur les tarifs réglementés de gaz, peut-être savez-vous que le Conseil d'État a demandé à la Cour européenne de justice son avis sur la nécessité de conserver des tarifs réglementés de gaz en France. Nous n'avons pas la décision de la Cour européenne de justice, mais nous avons les conclusions du rapporteur, et les conclusions du rapporteur sont négatives, c'est-à-dire qu'il ne voit pas de raison de conserver des tarifs réglementés de gaz
pour aucune raison. Donc on attend la décision de la Cour européenne de justice, qui ne saurait tarder, et qui sera suivie par une décision du Conseil d'État, qui, je ne sais pas quelle sera vraiment la suite, mais on a une probabilité relativement forte que ça conduise à la fin, à la suppression des tarifs réglementés de gaz. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, se posera la question, mais ce sera une étape beaucoup plus longue, des tarifs réglementés de l'électricité. Je pense que d'ici peut-être 2 ou 3 ans, on se trouvera dans une situation similaire. Je vais donner la parole à Édouard Sauvage, parce que ce que dit le Président, comment vous le voyez, cette fin de tarifs réglementés pour le gaz? Un risque à courir ou une chance à saisir? Nous sommes complètement neutres vis-à-vis des fournisseurs, donc on est peu concernés. D'ailleurs, dans la toute première phase de fin des tarifs réglementés du gaz, à un moment, GRDF avait dû porter quelques clients qui acceptaient de payer beaucoup plus cher que les offres de marché qui existaient, à notre grande surprise. On a été très heureux que le régulateur nous retire cette situation, parce que c'est clairement pas notre métier de vendre du gaz, et on l'a fait vraiment que temporairement. Et je pense qu'effectivement, la fin aujourd'hui des nouveaux tarifs réglementés, peut-être avec cette première expérience, se passe, pour ce qu'on en sait, beaucoup mieux. De ce point de vue-là, d'ailleurs, moi je tiens à remercier aussi les gestionnaires de réseaux de gaz et d'électricité, donc GRDF et Enedis, d'avoir vraiment parfaitement joué le jeu et d'avoir mis en place les systèmes d'information nécessaires pour qu'on puisse gérer cette bascule qui n'était pas évidente. Dernier mot, si vous le permettez, sur les tarifs réglementés. Pour la première fois, la Commission de régulation de l'énergie va avoir, dans les jours qui viennent, la responsabilité, puisque c'est désormais la loi depuis le 8 décembre 2015, de proposer l'évolution tarifaire des tarifs réglementés d'électricité. Et nous allons définir cette évolution dans les prochains jours, et ce sera très probablement public dans les quelques semaines qui viennent. Voilà. Alors la parole est à vous, le président de la CRE est en face de vous, donc je ne doute pas qu'il peut y avoir des questions. C'est toujours un peu compliqué quand il y a beaucoup de place, beaucoup de monde. Moi j'en ai une, de toute façon, c'est la question de l'hydroélectricité, parce que ça c'est un sujet, j'en entends parler depuis des années, que l'Europe nous demande d'ouvrir l'énergie hydroélectrique, et en tout cas que des remises en concurrence doivent être faites. Les choses avancent peu. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que ça va bouger? C'est une bonne question. Mais je n'ai pas la réponse, parce que ce sont des négociations entre le gouvernement et la Commission européenne. Simplement un petit rappel qui est souvent oublié, y compris par les parlementaires qui ont voté la loi NOM en 2010, dans la négociation entre le gouvernement de l'époque et la Commission européenne, pour arriver à éviter une sanction sur les tarifs réglementés. Il y avait la loi NOM et tout ce qui s'en suivait sur la partie, je dirais, évolution, suppression des tarifs réglementés professionnels, etc., etc. Mais il y avait aussi un élément dont on a moins parlé, c'était l'engagement d'ouvrir à la concurrence les concessions hydrauliques telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc on en est toujours là, et c'est une des raisons pour laquelle la Commission européenne pèse effectivement sur le gouvernement pour que cette chose, ce sujet arrive. Je dirais d'une certaine manière, la Commission de régulation de l'énergie est très contente de ne pas être impliquée dans ce sujet très délicat. Car je ne doute pas qu'EDF a un poids non négligeable dans les discussions au regard de sa position. Vous aurez l'occasion de poser la question au président d'EDF cet après-midi. Alors, merci de poser les questions, monsieur. De nouveau, à vous la parole. Toujours Claude Albert, vice-président du CEDI. Comme moi, je suppose que vous écoutez la radio, et vous avez dû sans doute entendre ces jours-ci l'opération que choisir sur l'achat groupé d'électricité et de gaz, naturellement. Donc on demande à s'inscrire sur un site, et puis début de l'année 2017, il y aura sans doute un lancement pour l'achat d'énergie, un appel pour l'achat d'énergie groupée. Alors qu'en pensez-vous? Beaucoup de bien.
beaucoup de bien parce que jusqu'à présent, UFC Que Choisir croyait à la concurrence dans le domaine, à l'ouverture du marché dans le domaine du gaz, mais n'y croyait pas du tout dans le domaine de l'électricité. Le fait qu'il ait fait, que l'UFC Que Choisir ait fait ces déclarations, je crois que c'est hier ou avant-hier, est à mon avis un événement important dans l'évolution du marché et dans la prise de conscience des consommateurs domestiques, puisque là ce n'est pas les professionnels, domestiques, qu'ils ont tout intérêt à faire jouer la concurrence et à comparer et à faire un choix. Donc je trouve que c'est une excellente initiative. Oui, monsieur, je vous ai vu, en haut à gauche. Voilà. Oui, on vous l'amène. Pas de souci. À vous la parole. Voilà, merci. Daniel Verneret, directeur du syndicat d'énergie de Saône-et-Loire, syndicat départemental, territoire d'énergie, Bourgogne-Franche-Comté. J'ai 3 questions à poser. La première, en ce qui concerne les groupements d'achat, ils ont montré en tout cas des bénéfices extrêmement importants pour ceux qui y ont adhéré par rapport aux tarifs réglementés. Alors je pose la question à M. Ladoucette, est-ce que cela veut dire que les tarifs réglementés étaient mal ajustés ? En tout cas, ils sont très révélateurs, je dirais, d'une surfacturation que les consommateurs ont pu connaître tout le temps où ils ont été aux tarifs réglementés. La deuxième question, c'est en ce qui concerne le rappel qui va se faire très prochainement sur les factures d'électricité suite à l'annulation effectivement des tarifs qui étaient mis en place. Ça démontre en tout cas quelque part que je dirais les choses n'ont pas été forcément très bien engagées et vis-à-vis du consommateur, ça fait très mauvais effet. Et d'autre part, par rapport à la question qui était posée pour Que Choisir qui va relancer un groupement de consultation là, pour les consommateurs particuliers, j'ai la question de copropriété qui souhaite pouvoir éventuellement organiser les groupements d'achat et savoir comment elle peut s'organiser. Merci pour vos réponses. Avant de vous donner la parole, je voulais, puisqu'on va passer après avec vous Bruno Lechevin, je voulais être sûr qu'il n'y ait pas d'autres remarques ou questions. C'est bon. En gros, et moi je rebondis, ou j'allais dire en vous demandant un peu un mot de conclusion, ça fait plusieurs années, vous l'avez rappelé, que vous êtes à la tête de la Creux, les choses ont énormément évolué dans le domaine de l'électricité. À écouter ce que dit monsieur, on va plutôt dans le bon sens. Quel est votre sentiment et un petit peu quels sont les enjeux des années à venir dans la régulation du marché de l'électricité ? Alors, je vais d'abord répondre aux questions de monsieur. Alors, commencer par la troisième, parce que je n'ai pas la réponse, donc c'est rapide. Je ne sais pas comment ça peut s'organiser pour les copropriétés, mais je note la question et je vais essayer de regarder comment on peut apporter une réponse. Sur les 2 premières, le groupement d'achat et le fait que vous ayez obtenu des tarifs intéressants par rapport aux tarifs réglementés, est-ce que cela prouve que les tarifs étaient mal calés ? Non, pas nécessairement, parce que la loi disait, jusqu'à l'évolution et la décision prise par Madame Royal d'anticiper l'application de la loi NOM qui était prévue pour au plus tard le 1er janvier 2016, de l'appliquer un petit peu avant, c'est-à-dire de faire des constructions de tarifs d'électricité par empilement. La loi disait auparavant que ces tarifs devaient couvrir les coûts d'EDF. Les coûts d'EDF amenés à ces tarifs réglementés. Voilà. Alors la question qui se pose, c'est comment sont gérés les coûts d'EDF ? Je ne vais pas apporter cette réponse. C'est une question que vous pouvez poser à Jean-Bernard Lévy cet après-midi, qui fait un gros effort, je sais, de maîtrise des coûts de sa maison. On peut dire aussi que l'actionnaire d'EDF, c'est l'État, et l'État aurait dû jouer ce rôle de maîtrise d'évolution des coûts d'EDF, ce qui aurait peut-être maîtrisé en même temps l'évolution des tarifs réglementés. Mais pour répondre précisément à votre question, non, les tarifs réglementés par rapport à la loi n'étaient pas mal calés, c'était le reflet des coûts d'EDF. Aujourd'hui, à contrario, par empilement, la nouvelle construction des tarifs telle qu'on va la faire ne va pas couvrir les coûts comptables d'EDF, et c'est vrai que ça pose aujourd'hui un problème à EDF. Deuxième question qui est celle de la décision du Conseil d'État et le rappel de facture, ça n'a rien d'étonnant et vous en aurez très probablement encore une puisqu'il y a un recours pendant devant le Conseil d'État. À partir du moment où
il y avait un problème de rattrapage depuis l'année 2012. 2012, 2013, 2014, 2015, puisque les tarifs n'avaient pas été calés, la décision du gouvernement n'avait pas été calée sur les propositions que nous avions faites et qui étaient celles qui couvraient les coûts d'EDF. Donc ces décisions ont été attaquées par des fournisseurs alternatifs et très normalement le Conseil d'État a dit qu'il fallait rattraper ces décisions. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est absolument incompréhensible pour le commun des mortels, et même pour ceux qui connaissent bien le sujet, on s'y perd. C'est exact. Alors, je pense que le meilleur moyen serait qu'effectivement, il n'y ait plus d'intervention du politique pour essayer de contourner la loi en vérité, puisque la loi dit un certain nombre de choses, il suffit d'appliquer la loi pour qu'il n'y ait pas de recours. Donc ce serait une très bonne chose que ce soit le cas. Alors en termes de conclusion, je dirais que sur les 10 ans que j'ai vécu à la Commission de régulation de l'énergie, j'ai vu un monde changer. Je l'évoquais tout à l'heure sur les aspects de gouvernance. On a vu le marché s'ouvrir tardivement, mais on a vu le marché s'ouvrir. Il est en train effectivement d'évoluer considérablement. On a vu la réelle mise en place de tout ce que nous voulions faire en termes d'indépendance des réseaux. C'était vrai pour les transports, ça l'est encore beaucoup plus aujourd'hui pour la distribution, ne serait-ce qu'à travers le changement de nom, même si c'est très symbolique, de RDF en Enedis. Ça a été long. On aurait probablement pu gagner beaucoup de temps. Et je crois qu'on se serait évité beaucoup de problèmes avec Bruxelles si on avait été un peu plus allant dans des choses que de toute façon on sera amené à faire, plutôt que de mettre le frein et de les retarder. Parce que finalement on les fait sous la contrainte, et on se trouve avec un certain nombre de contentieux qui sont compliqués aujourd'hui, qu'on a encore avec, et vous l'avez évoqué, avec l'hydroélectricité, mais ce n'est pas la seule. Je pense que si on avait été un tout petit peu plus allant, on aurait évité ces problèmes. Les grands défis qu'on a devant nous aujourd'hui, c'est, je pense, comme je le disais tout à l'heure, c'est, je pense, d'arriver à concilier ce foisonnement d'initiatives qui partira du niveau local avec une vision européenne qui se veut très uniforme, qui a une volonté d'uniformisation, et donc arriver à concilier ces deux approches pour qu'elles arrivent à faire quelque chose de positif et qu'elles ne se bloquent pas. Je pense que là, ce sera très probablement la responsabilité de mon ou ma successrice à la tête de la commission de régulation. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Président, de vos propos clairs. Alors Bruno Léchevin, je vais vous proposer de rejoindre le pupitre. Vous présidez l'ADEME, mais je voulais vous poser une question personnelle, parce que j'ai vu que vous aviez été membre de la CRE, et donc avec son président. Comment ça se passe, les discussions au sein de la CRE ? C'était pas prévu, hein, c'était pas prévu. Non, mais ça se passe pas mal. J'ai connu d'ailleurs 2 présidents, puisque j'étais dans le collège fondateur avec Jean Sirota, qui a précédé Philippe, puis après on a été au collège ensemble, et puis après même j'ai prolongé mon mandat puisque j'étais son conseiller. Je vais vous raconter une anecdote pour vous répondre à votre question de manière un peu sympathique. À la Creux, on délibère et c'est un vrai collège. Et d'ailleurs, pour que ça fonctionne bien, il faut une vraie collégialité. Puis je ne me rappelle plus d'ailleurs sur quel sujet, peu importe, avec Jean Sirota, il y avait une tension et il voulait absolument qu'on vote. En m'expliquant, mais vous connaissez ça, vous avez été syndicaliste, vous votiez tout le temps. Et lui, c'était pas trop sa culture. Et on était un peu à front renversé, parce que je lui ai expliqué que le jour où on va commencer à se compter, ça va être quand même beaucoup plus compliqué. Parce qu'on est condamné, dans un collège, à vivre une vraie collégialité, et donc on doit aboutir sur quelque chose qui soit construit, assumé par l'ensemble du collège. Et donc globalement, c'est ce qu'on a fait. Je ne sais pas où ils en sont maintenant, s'ils pratiquent le vote, parfois peut-être parce que c'est difficile.
Donc ben, c'est très bien, moi ça me plaît bien. Et je crois que ça montre, c'est un bon fonctionnement pour une autorité administrative indépendante que de vivre pleinement la collégialité. Au passage, cette collégialité est d'autant plus possible qu'il ne faut pas que le collège soit trop nombreux. Donc il faut en juste bonne proportion, je crois que c'est le cas. Voilà. Eh bien, merci pour cette introduction. J'allais dire, vous avez rappelé d'ailleurs votre passé syndical, hein, vous avez été à CFDT, et l'énergie vous a toujours passionné, et vous avez été à la fois membre de la CRE, délégué général du médiateur national de l'énergie, et vous présidez l'ADEME depuis 2013. Alors j'allais presque vous dire, justement, à l'ADEME, c'est collégial, le fonctionnement ? Bon, on est un EPIC, on a un conseil d'administration avec des collèges, des personnalités qualifiées, des représentants des organisations syndicales, les représentants de l'État. Après, on a un COMEX. Et mon parcours fait que j'ai toujours considéré que à plusieurs ensemble, même si la décision elle doit être assumée par le patron, quand elle est construite ensemble dans la collégialité, elle est toujours globalement plutôt meilleure et ça nous évite souvent des déconvenues et c'est ce que j'essaye de vivre. C'est pas maintenant à mon âge que je vais changer. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance de présider l'ADEME qui est une belle agence comme vous le connaissez. Alors l'ADEME en effet on la connaît. Votre rôle est de maîtriser l'énergie, mais j'allais dire un petit peu dans tous les domaines, hein, puisqu'il y a aussi bien, ça passe sous l'angle évidemment de l'énergie, mais c'est aussi les déchets, la pollution des sols, la qualité de l'air, le bruit, les transports. On est ici pour parler de l'énergie. Moi, j'allais vous dire quels sont un petit peu les axes qui sont importants pour les collectivités en matière de réduction de l'énergie. Quels sont un petit peu les messages que vous souhaitez faire passer aux collectivités territoriales ? Ben, les messages sont ceux que vous connaissez, c'est la mise en œuvre de la loi de transition énergétique écologique avec des objectifs très ambitieux, à un horizon quand même assez lointain, mais que nous réussirons que si nous sommes en capacité de les mettre en œuvre dès aujourd'hui. Et à l'ADEME, on a une conviction très profonde, c'est que la transition énergétique écologique, au-delà de l'aspect des lois, au-delà de l'aspect réglementaire, c'est l'action, et l'action, c'est dans les territoires, au plus près des réalités. Et que le grand challenge, le grand défi de la réussite de cette transition énergétique écologique, c'est de changer le modèle énergétique. Philippe en a fait allusion tout à l'heure. Et changer le modèle énergétique, ça ne veut pas dire se renier sur les acquis d'un historique que l'on connaît, mais c'est de considérer qu'aujourd'hui, nous avons des objectifs nouveaux, des ambitions nouvelles pour réussir cette transition énergétique et écologique, et qu'il faut être quelque part, être capable dans une transition douce, mais assumée, efficace, d'additionner tous les acquis du modèle passé avec les potentialités du modèle futur. Un modèle beaucoup plus décentralisé, un modèle qui allie rééquilibrage du mix énergétique, développement massif des énergies renouvelables et surtout, et bien sûr, efficacité énergétique, maîtrise de la consommation. Et de ce point de vue-là, l'ADEME est donc l'opérateur au service des collectivités pour mettre en œuvre toutes ces politiques. Et d'ailleurs, on constate que avec le transfert de compétences, la montée en compétences des territoires, cet objectif devient réalité et qui d'ailleurs oblige l'ADEME à chaque fois qui a au-delà de cette capacité à favoriser la généralisation des bonnes pratiques, doit rester avec ce temps d'avance en termes de précurseurs, en termes d'experts, pour accompagner cette transition. Et d'ailleurs, le modèle ADEME est aussi intéressant de ce point de vue-là. La moitié des forces de l'ADEME sont sur les territoires. Ce n'est pas la tête en haut et les jambes et les bras en bas, c'est l'interaction, la confrontation de l'expertise locale, l'expertise nationale, et c'est cela qui fait la force, la richesse et l'expérience et l'apport de l'ADEME sur l'ensemble du territoire, puisque, comme je vous le disais, c'est la moitié des troupes qui sont sur le terrain. Ici, il y a notre directeur régional de la région, mais on est aussi dans les Outre-mer. Et évidemment, l'ADEME s'est organisée pour accompagner la réforme territoriale, et donc nous sommes totalement calés avec ce qui compose aujourd'hui les nouvelles régions. Alors on va prendre un exemple concret, pratique, puisque vous évoquiez cet enjeu important pour vous. Ce sont les véhicules électriques. Ça fait partie des éléments qui ont été largement relayés par la loi sur la transition énergétique. Comment vous pouvez accompagner des collectivités pour développer le réseau, ce qu'on appelle l'IRVE, c'est-à-dire les infrastructures de recharge des véhicules électriques ?
Le dispositif de soutien aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou hybrides est un exemple concret de la mise en œuvre de cette transition énergétique dont je faisais allusion à l'instant. Ces véhicules, évidemment, représentent des avantages, en particulier en milieu urbain, en matière d'amélioration de la qualité de l'air, de la réduction des nuisances sonores, mais le principal frein à l'acquisition, c'est évidemment la question de la recharge. Et donc pour ce faire, depuis 2013, un soutien aux collectivités souhaitant développer des infrastructures de recharge a été déployé. Dans le cadre du programme des investissements d'avenir, vous savez qu'à l'ADEME, au-delà du budget d'engagement, qui est, je rappelle, de l'ordre de 590 millions d'euros par an, nous sommes un des opérateurs de l'État pour le PIA, le programme d'investissement d'avenir sous couvert du CGI, et que parmi ces programmes, il y avait le programme des IRVE, qui est clos depuis la fin de l'année dernière, mais qui a produit déjà un bilan assez encourageant avec 77 projets qui ont été retenus pour 61 millions d'euros. Au total, ça va représenter en 2017 plus de 20 500 points de charge, précisément 20 533, qui sont répartis sur les 3/4 du territoire. Par contre, si on peut se réjouir de ce processus, la mise en place est peut-être plus lente qu'on l'imaginait, puisque la moitié des projets sont actuellement au stade de l'installation et un peu plus de 1600 points de recharge sont seulement en service, ça représente que moins de 10%. Alors je sais que vous êtes très engagés dans ce processus et j'en profite pour vous rappeler que l'échéance de mise en service est fixée au plus tard en décembre 2017 et ça va donc venir maintenant très rapidement. Il faut donc mettre en œuvre tout pour réussir ce challenge. Comme on avait d'ailleurs dans un tout autre sujet, ça va permettre de faire une petite allusion, réussi ce challenge en 2012, une sorte d'opération de coup de poing avec le programme de rénovation de l'éclairage public des collectivités de moins de 2000 habitants, montrant que des opérations un peu offensives sont possibles. Par ailleurs, aujourd'hui, et ça c'est aussi un sujet, seules collectivités et syndicats ont reporté les caractéristiques de leur infrastructure de recharge sur la plateforme gouvernementale Open Data. Et pourtant, cela est indispensable pour que l'ensemble des bornes de recharge, qu'ils soient des publics ou privés d'ailleurs, puissent être recensées au niveau national et que l'usager puisse avoir la bonne information dont il a besoin pour sécuriser son projet. Donc je compte aussi sur vous pour apporter, au travers de ce déploiement, de l'intelligence territoriale sur ce programme d'investissement, d'une part, évidemment en anticipant sur l'interopérabilité des bandes de recharge en vue d'en faciliter l'accès au plus grand nombre, et d'autre part, en soignant le schéma d'implantation de ces bornes afin d'irriguer au mieux ces territoires et de manière la plus équilibrée possible. Évidemment, les directions régionales de l'ADEME sont à vos côtés pour vous aider sur ces points. Elles sont, vous le savez, mobilisées et nos services au niveau central le sont aussi. Et par ailleurs, le CGI, le Commissariat général à l'investissement, a un œil très vigilant pour vous en douter que ce rythme de déploiement se concrétise et donc il ne faut pas rater l'opportunité. Dans l'entretien qu'on a eu pour préparer cette rencontre, vous avez insisté sur la vision transversale que les acteurs du monde public devaient avoir pour maîtriser l'énergie. Alors, pour une collectivité, pour un syndicat, qui sont largement représentés dans cette salle, ça veut dire quoi, une vision transversale ? La maîtrise de l'énergie ne peut pas s'en tenir à un seul secteur, puisque, évidemment, quand on parle de transition énergétique écologique, on voit bien que tout est lié. Il y a évidemment la problématique du bâtiment, c'est essentiel, 44% de la consommation de l'énergie vient du bâtiment, mais il y a la problématique transport, on en faisait tout à l'heure allusion par rapport à la mobilité et l'usage du gaz dans la mobilité, il y a l'activité industrielle, il y a l'agriculture, et c'est surtout ces secteurs, toutes ces actions, tous ces secteurs économiques, et surtout ces usages de l'énergie qu'il faut agir en raisonnant à l'échelle d'un territoire, en cherchant l'optimisation des ressources au regard des besoins, en regardant toutes les synergies possibles entre les acteurs, entre les usages des uns, entre les besoins des autres, en expliquant au mieux les potentiels locaux. C'est en fait ça la transversalité, elle ne concerne pas que l'énergie, mais elle s'applique aussi à l'ensemble des ressources,
à l'ensemble des flux tels que les déchets ou encore les productions alimentaires qui peuvent être recyclées ou valorisées. On parle beaucoup aussi de plus en plus de l'écologie industrielle, de l'économie circulaire. Donc c'est autant de paramètres qu'il nous faut prendre en compte. Donc on voit bien que cette transversalité est essentielle, car les collectivités locales sont les chevilles ouvrières des politiques climat-énergie, économie circulaire, qui vont permettre demain de limiter justement ce fameux impact climatique, voire même de faire émerger des opportunités de développement pour les territoires au travers des différentes actions qui sont mises en œuvre. Je l'ai déjà dit, je le redis, la transition énergétique et écologique, c'est l'opportunité de repenser votre action sur le territoire, développement des énergies renouvelables, rénovation des logements, lutte contre les gaspillages, soutien à la mobilité, et de considérer que vos investissements d'aujourd'hui, ça sera vos dividendes de demain, car ce sont les habitants, les entreprises de vos territoires qui vont pouvoir en bénéficier des impacts, bien sûr, environnementaux, mais également socio-économiques de la transition énergétique. Et c'est ça l'intérêt de la transition énergétique. Elle est portée par les territoires, elle est à l'œuvre dans les territoires, et c'est pas parce qu'on a une obligation environnementale. Oui, on a cette obligation environnementale. On a une obligation vers les générations futures. On a un engagement mondial et sociétal, mais c'est aussi une superbe opportunité technique, technologie, d'appropriation. Ça crée de la valeur, ça crée de l'emploi, donc c'est aussi économique, et c'est ça qui vaut le coup d'être fait. Et je sais que vous y êtes pleinement engagé, que souvent d'ailleurs le terrain est plus mobilisé, plus virulent, et y croit beaucoup plus que des fois dans des cercles plus technocratiques. Alors, vous avez donné un beau programme à tous les participants. J'allais dire, je vous laisse la parole si vous souhaitez avoir des modes d'emploi, monsieur, pour bénéficier des différents fonds. On reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Monsieur, à vous la parole. Oui, merci. Christophe Tampola-Jariette, directeur général du CIGEF. Le CIGEF fait partie de ces syndicats d'énergie, Édouard Sauvage le rappelait tout à l'heure et je le remercie, qui a décidé de s'investir et d'investir très fortement pour aider au développement de la mobilité GNV et surtout bio-GNV. Alors, je voulais poser une question au président de l'ADEME, qui est en même temps un petit peu un appel. Je dois vous dire que ce que nous vivons depuis 2-3 ans, nous avons ouvert ce vaste chantier, avec GRDF bien entendu d'ailleurs, c'est que nous nous trouvons souvent assez seuls quand on parle de mobilité GNV. Personne n'y comprend grand-chose, ou du moins, les professionnels du transport ont bien compris. On travaille beaucoup avec leurs organisations professionnelles, de transporteurs, de chargeurs, de distributeurs, qui ont compris, et nous on partage cette conviction, qu'on ne relèverait pas complètement le défi de la qualité de l'air, de la lutte contre le rejet de particules et de gaz à effet de serre, si on, pour le transport, notamment le transport de pondéreux, si on n'intégrait pas complètement le développement de cette filière GNV, bio-GNV, qui existe et qui fonctionne très bien dans d'autres pays européens. Et en France, on est très en retard. Je ne ferai pas de dessin, mais en France, on a une très forte culture électrique, et la question de Grégoire Millot sur l'action de l'ADEME en matière de mobilité électrique, ça c'est très ancré et partagé. Malheureusement, quand on parle de mobilité GNV, de mobilité bio-GNV, je vous dis, on est très seuls, que ce soit nos politiques, nos responsables publics, ou a fortiori la population, personne ne sait que c'est une filière qui marche, qui est performante, qui est logique économiquement, et où nous sommes très très en retard. Alors ma question et mon appel, c'est, je sais que vous êtes personnellement assez convaincu, j'ai vu des interviews de vous dans certains magazines spécialisés, je sais qu'à titre personnel, vous êtes convaincu de cette pertinence. Est-ce que l'ADEME pourrait nous aider un peu plus à faire, ou au moins à faire connaître l'intérêt de ces dispositifs? Merci. Avant de vous donner la parole, il y en a peut-être d'autres qui ont des choses à demander à l'ADEME, des conseils, des financements, de l'accompagnement. C'est le moment. Je dis souvent, on doit aimer l'ADEME, pas simplement pour son argent. D'ailleurs, je vous ai présenté comme financeur, je n'aurais peut-être pas dû, mais bon, il n'empêche que... Mais bon, l'argent, ça aide à vivre. Vous accompagnez. C'est bon? C'est monsieur, à vous. Oui, Gérard Chapuis, vice-président du syndicat d'énergie de l'Ardèche. Nous sommes en train d'équiper notre département de bornes de recharge. Et lorsqu'on voit l'évolution des véhicules électriques, on peut se poser des questions sur l'avenir. On a été aidé par l'ADEME, et c'est très bien, et je leur en remercie, mais l'évolution des batteries fait que j'ai peur que d'ici 3-4 ans ou même 5 ans, nos bornes soient obsolètes, parce que ça va très vite.
On parle de bornes de batterie 40 kg. J'ai même entendu parler de 100 kg. À ce moment-là, comment on va faire pour recharger avec les bornes que nous avons installées? Merci. Une autre question de monsieur. Oui, merci. Ladislas Poniatowski, président du syndicat d'électricité et du gaz de l'Eure. Cher Bruno, je voudrais vous adresser un bon point et un mauvais point. Le bon point, c'est ce que vous avez fait pour toutes les bornes à recharge électrique, pour vous féliciter de la rapidité à laquelle vous répondez. J'ai réalisé un schéma départemental avec tous les EPCI de mon département. On a un schéma tout à fait correct, puisqu'avec 130 bornes, tout le département de l'Eure sera couvert, et à 15 km, tout véhicule pourra trouver une borne. C'est une opération à 1,4 million et vous nous apportez 50% de subvention, 750 000. Mais mes félicitations, c'est la vitesse à laquelle vous avez examiné et répondu favorablement pour ce montage financier. Cela dit, soyez souple, ne bloquez pas à décembre 2017. Les retards pris ne sont pas toujours dus à nous. Il y a toute une série d'impératifs. Soyez souple si vous voulez vraiment que le territoire français soit bien couvert en totalité. Parce qu'un réseau, ce qui n'est pas intéressant, c'est un département. C'est qu'un véhicule puisse trouver le réseau sur l'ensemble du territoire national. Donc soyez souple, allez au-delà de décembre 2017. Un mauvais point, Bruno. Votre appel d'offres pour tout ce qui est modernisation, rénovation du réseau d'éclairage public dans les communes de moins de 2000 habitants. Alors là, pardon, vous manquez totalement de souplesse. Je suis un syndicat qui a la compétence en matière d'éclairage public pour toutes les communes de mon département, les 675, les grandes villes, les moyennes et les petites communes de moins de 2000 habitants. Je me suis tourné vers vous en faisant acte de candidature pour que vous nous aidiez à la rénovation de notre réseau des communes de moins de 2000 habitants. Et vous avez dit « niet ». Je représente toutes les communes de moins de 2000 habitants. Vous avez dit non parce que je ne suis pas une collectivité territoriale. Vous réservez ça aux communes et aux EPCI, mais la majorité des EPCI n'ont pas la compétence éclairage public, soit le gardent, soit le confient au syndicat d'électricité. Alors là, vraiment, je fais un appel à vous. C'est non seulement un mauvais point, mais je vous demande solennellement de revenir sur cette décision totalement incompréhensible. Eh bien, merci pour les soutiens et les réserves. Et puis, dernière question, on va prendre la vôtre. Oui, bonjour, Thomas Basset, directeur général adjoint du CIPEREC en charge des aspects financiers. Ces dernières années, on a sorti en gros un réseau de chaleur à base géothermale par an, raccordant 10 000 logements. Donc c'est quasiment 30 000 logements qui ont été raccordés sur la chaleur renouvelable en 3 ans. On a des prospects de l'ordre de 2 à 3 fois ce volume-là. Ces dernières années, avec un prix du gaz plus haut, il était facile de vendre cette opération et d'expliquer que c'était une assurance sur les variations du prix du gaz, puisque vous augmentez la part fixe, qui est la base de chaleur géothermale, et vous baissez la part variable, qui est la part du gaz. Cette opération de vente et de démarrage de réseau devient plus difficile à faire actuellement avec les cours du gaz qui ont considérablement baissé. Le fonds chaleur nous aide beaucoup dans l'équation économique. Ma question, c'est quel avenir du fonds chaleur, comment vous comptez le faire évoluer et quel est son volume possible? Merci. Alors ça va être compliqué pour vous parce que vous avez 4 minutes pour répondre à l'ensemble des questions. Il y a une question que je ne vous ai pas posée, qui était un point important pour vous, c'était les contrats d'objectifs territoriaux. Non, alors, on ne va pas pouvoir tout faire. Donc, je fais confiance dans votre esprit de synthèse. On reviendra en deuxième semaine. D'abord, répondre au président, monsieur le sénateur, au mauvais point. Donc, ce sujet, honnêtement, je vais le regarder. Je vais essayer de comprendre la difficulté. Depuis que je suis président de l'ADEME, j'essaye d'insuffler, ça va peut-être te choquer ici, un esprit start-up, agilité. À l'ADEME, on a une chance extraordinaire, on fait un boulot formidable, on a de plus en plus de millions, de missions. Non, mais je voulais dire, on a de plus en plus de missions, mais on a aussi le bonheur, d'avoir des millions. Malgré
la situation des dépenses publiques et des efforts qui soient faits, que le budget de l'ADEME, dans sa capacité d'engagement, a été maintenu. On a, au-delà de ce budget d'engagement, le programme d'investissement d'avenir, qui est considérable. Je pense qu'on a très bien travaillé et donc on sera probablement un des 4 opérateurs du PIA 3 qui devrait être décidé dans les prochaines semaines. Tout ça pour dire que on a beaucoup de missions, on a beaucoup de travail, on a une pression sur les moyens, mais on doit apprendre autrement et on doit être plus agile, réactif, parce qu'on doit répondre à la demande des collectivités, des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Par exemple, aujourd'hui, ça ne concerne pas directement, mais c'est important de le dire, dans le cas des investissements d'avenir, des appels à projets pour les petites entreprises qui ne bénéficiaient pas des appels à projets comme en bénéficiaient les grandes entreprises, parce que c'est sur des dizaines de millions d'euros. On a un processus qui fait qu'un appel à projet, entre le dépôt du projet et l'aide forfaitaire, parce qu'on est plutôt sur une aide forfaitaire, c'est 6 semaines. 6 semaines. Donc, on est vraiment dans l'idée de l'agilité. Donc, on va regarder cette question. Sur la question de décembre 2007, j'ai attiré votre attention, non pas parce que pour moi, cette date, je me fais plaisir de la raconter, c'est parce que je sais que j'ai une pression du CGI très forte, que le CGI, on est entre nous, il a fallu leur tordre un peu le bras pour avoir ce projet, et qu'ils nous regardent et qu'ils nous questionnent tous les jours. Où sont vos bornes? Quand est-ce qu'elles sortent? Où on en est? Et attention, décembre 2017. Bon, donc on regarde ça avec grande attention. On sait, monsieur le sénateur, qu'il y a un certain nombre de difficultés qui ne sont pas du ressort des syndicats, mais tout simplement parce qu'il y a un processus de délibération très compliqué qui fait vite prendre du temps. Bon, on a encore 18 mois. Il n'y a pas de raison de penser qu'on ne va pas y arriver, mais de toute manière, il faudra qu'on regarde la situation, là aussi, de manière très pragmatique. Sur le gaz, vous avez raison de dire que je n'avais pas de problème métaphysique sur le GNV et sur le gaz, sur la place du gaz dans la mobilité. On travaille beaucoup avec GRDF, on a un partenariat, on a une convention, non seulement pour faire de la promotion, on a fait des expérimentations réussies notamment en région Rhône-Alpes, à Lyon, et qu'aujourd'hui l'ADEME voudrait développer un certain nombre de projets complémentaires et de financement pour pouvoir faire d'autres expériences, d'autres développements pour développer la filière GNV autrement que dans un certain nombre d'endroits, donc l'élargir. Là aussi, il y a des discussions avec d'autres partenaires. Nous ne sommes pas les seuls décideurs. Je ne dis pas ça pour me défausser, mais je crois que progressivement, on est en train de converger, mais peut-être que le président de GRDF pourra en dire 2 mots. Le fonds chaleur, j'ai encore 1 minute? Oui, allez. Sur le fonds chaleur, vous avez parlé de géothermie. Évidemment, en Ile-de-France, la géothermie, c'est un potentiel considérable, c'est le potentiel le plus important. On a inauguré, il y a 15 jours, avec le président d'EDF, le premier puits de géothermie profonde à usage industriel pour l'entreprise Roquette. Donc il y a des belles perspectives. On est en train de mettre en place un fonds de protection, le GeoDeep, pour limiter les risques. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, le fonds chaleur a ses propres difficultés. Ces difficultés, elles sont liées à 2 choses. C'est qu'on a fait déjà beaucoup de projets, puisque depuis 2009, l'ADEME a soutenu 3600 projets par le biais du fonds chaleur. C'est assez considérable en termes de volumétrie. Que les projets, on va dire, les plus performants, les plus peut-être simples d'un point de vue économique ont été faits. Aujourd'hui, il ne faut pas lâcher la bribe, et en plus on a un problème, c'est le prix des énergies fossiles, le prix du gaz. Et donc ce n'est pas très attractif, surtout quand on a une vision court-termiste et qu'on ne se projette pas dans un futur qui fera qu'immanquablement, un jour, le prix de l'énergie et le prix du gaz augmentera. Donc pour cela, là aussi, il faut donner une nouvelle attractivité au fonds chaleur. On travaille dessus. Pour que, évidemment, les dossiers puissent sortir. Le prix d'ailleurs du gaz et son évolution est impacté dans le calcul économique. Ça ne va probablement pas suffire, mais le niveau d'aide tient compte de cette réalité, parce que l'objectif, non seulement c'est de maintenir le fonds chaleur, et donc je réponds à la question, oui, le fonds chaleur a un avenir, mais vous savez que notre ministre, dans le cadre de la loi de transition énergétique, a une perspective de doublement du fonds chaleur,
et une perspective du doublement du fonds chaleur, parce que si on fait 200, on devrait arriver à un niveau de TEP économisé à 600 000 TEP par an, alors qu'aujourd'hui on est en moyenne entre 200 et 300 000. Donc on est loin de ce doublement. Donc si on ne se donne pas des marges de manœuvre, d'attractivité qui tient compte à la fois des nouveaux dossiers, en augmentant l'éligibilité du fonds chaleur, notamment par exemple je pense à la récupération de la chaleur fatale, mais aussi à une meilleure adéquation économique qui tient compte du prix des énergies fossiles, on n'y arrivera pas. Donc il y a toutes des discussions qui sont en train de mener avec les acteurs, qui débouchent déjà sur des évolutions. Et par exemple, demain, à mon conseil d'administration, nous allons présenter un dossier fonds chaleur. Il s'agit là, en l'occurrence, du fonds chaleur du dossier d'un réseau à Angers, qui va bénéficier d'une évolution de ce système d'aide. Donc chaque situation sera regardée au cas par cas, notamment pour atteindre cette capacité d'engagement du fonds chaleur, parce que l'argent est disponible, parce que l'argent existe, et aussi parce que nous avons des objectifs de TEP à réaliser. Eh bien, merci beaucoup, Président. On a bien noté le développement de vos missions et de vos millions. J'aurais quand même voulu revenir un petit mot sur Linky, parce que j'aurais du mal à ne pas en parler. Linky, pour moi, est la bonne illustration que la transition énergétique et écologique, ce n'est pas qu'une question technique et technologique, c'est une question d'appropriation, une question de comportement. À l'ADEME, on dit souvent, la transition énergétique et écologique réussie, c'est 50% d'opportunités technologiques, 50% de comportement. Linky, on va parler Linky intelligent. Non, Linky, il a juste plein d'opportunités. Philippe qui est arrivé vous en parlera tout à l'heure. Mais surtout, c'est un objet qui doit être au service de cette transition énergétique et écologique. Et au-delà des polémiques, il est utile et nécessaire en termes d'appropriation par le consommateur. C'est le moyen pour le consommateur final d'être un acteur de l'énergie. On n'est plus un acteur passif, on est un acteur proactif. On va être demain confronté à un développement massif des énergies renouvelables. On sera confronté au fait qu'on sera un consommateur acteur qui devra avoir la liberté de choix. Pour qu'il puisse avoir la liberté de choix, on faisait allusion tout à l'heure aux offres groupées. Il faut comprendre ce qui se passe, il faut savoir de quoi il s'agit, il faut être informé. Et donc, consommateur, liberté de choix, consommateur qui s'effacera, qui autoproduira. Et donc, Linky est au service de cette opportunité. Ce n'est pas l'objet rêvé, c'est juste l'objet qui va permettre aux consommateurs de s'approprier cette transition énergétique. Vous faites une très bonne transition, non pas énergétique, mais avec la prochaine table ronde qui va avoir lieu dans quelques instants dans cette salle sur le service public de l'électricité, où évidemment ce sujet sera traité. Merci beaucoup, Président. Xavier Pintat, un petit mot, parce que j'allais dire, on a eu un regard croisé sur cette transition énergétique. Simplement, je crois que, enfin, l'écho des congressistes, on a assisté à 3 débats de grande qualité et passionnants. On a été conquis par l'enthousiasme de Bruno Léchevin, je le connaissais, mais on a envie au Parlement maintenant de voter des millions supplémentaires pour faire tout ce qui nous incite. Ça, on a bien noté. Hein, on est gagné par l'enthousiasme. En tout cas, je voudrais vous remercier de la manière dont vous avez animé le débat, parce que c'était vivant, hein, et les congressistes qui sont intervenus ont posé des questions, à mon avis, pertinentes et directes, comme on les aime. Voilà, donc je crois tout simplement que c'est les 3 intervenants qui nous ont consacré beaucoup de leur temps ce matin. Je crois qu'on peut les applaudir parce que vraiment, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à ce débat. Merci, Président. Le congrès continue et donc je vous remercie, messieurs. Et en tout cas, dans quelques minutes, la prochaine table ronde sur les sujets tout à fait comparables de service public de l'électricité se déroule ici.